Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence qui va être dédiée au château de Marly. Je suis Géraldine Chopin, je suis la directrice du musée du domaine royal de Marly et je remercie l'équipe du musée des Avelines de m'avoir conviée à prononcer cette conférence dans le cadre de l'exposition qui est organisée au musée sur la princesse palatine. Et cette princesse palatine, si elle est chère eh bien, aux amoureux du château de Saint-Cloud, elle est aussi chère à l'équipe du musée de Marly et puis aux personnes qui s'intéressent à Marly, puisque la riche correspondance de la princesse palatine est une source intéressante pour entrer dans l'histoire du château de Marly. Donc, je me propose ce soir de vous parler de l'histoire de ce château qui a été construit par le beau-frère aimé de la princesse palatine, Louis XIV. Alors, je lance la première diapositive. Hop, la technique se met en place. Voilà, vous avez sous les yeux un tableau de Pierre-Denis Martin qui a été peint au début du XVIIIe siècle et qui est conservé au musée et qui représente une des rares vues de Marly. À côté, je vous présente un petit élément cartographique, donc je me pousse pour que vous le voyez bien. C'est une carte que j'ai photographiée dans notre musée et qui situe Marly par rapport à deux châteaux qui rassemblent la cour au début du règne de Louis XIV, à savoir tout d'abord le château de Saint-Germain-en-Laye que vous apercevez en haut, à proximité de la Seine, et puis plus au sud, le château de Versailles, qui va devenir, au milieu des années 1680, la résidence de la cour de France. Et à mi-chemin, entre ces deux résidences, eh bien, va se construire le château de Marly. Alors, le projet de Marly eh bien, naît dans l'esprit du roi à la fin des années 1670. À partir de 1676, il fait l'acquisition des seigneuries de Marly-le-Châtel et de Bailly, dans une première volonté qui est celle d'étendre son domaine de chasse, puisque le roi est un amateur de chasse. Et puis 2 ans plus tard, en 1678, eh bien, a eu la décision de construire un château dans ce vallon boisé. C'est une chose assez exceptionnelle que le roi de France ne s'appuie pas sur une construction antérieure, mais qu'il construise ex nihilo une résidence qui aura un usage assez exceptionnel. Un château de plus pour servir au roi d'ermitage, pour, comme le disait le duc de Saint-Simon, se retirer de la cour. Les acteurs de cette entreprise sont au nombre de 3. Il y a bien sûr Louis XIV, le maître d'ouvrage, qui est le commanditaire du château, mais qui s'est aussi beaucoup investi dans la construction et l'aménagement du château. S'il reste peu d'éléments de correspondance entre lui et son architecte, on sait, au vu de la rapidité, de l'évolution, des modifications, des bosquets, de l'emplacement des statues, qu'il s'est investi et que ses exigences ont été bien sûr suivies et qu'elles ont nécessité qu'elles ont engendré plutôt de nombreuses modifications. L'autre acteur du chantier, c'est bien sûr l'architecte. Il s'agit pour Marly de Jules Hardouin-Mansart, qui est architecte du roi, qui travaille à Versailles et qui, à partir de 1681, devient même premier architecte du roi. C'est à lui que l'on doit à la fois l'architecture, mais également le dessin des jardins. Et un autre intervenant sur le chantier, plutôt au début du chantier de Marly, c'est le peintre, grand décorateur de Versailles, Charles Lebrun, qui a livré les modèles, les dessins qui ont conduit, qui ont guidé les décors des façades de tous ces bâtiments. En effet, ces bâtiments, je parle bien en pluriel parce que le château de Marly, si on parle d'un château, c'est en fait une multitude de bâtiments que l'on découvre sur ce tableau. C'est un château qui est un peu caché dans un vallon.
Le vallon, on le distingue sur l'œuvre que vous avez sous les yeux, mais on le devine encore mieux sur la photo qui va suivre. Une photo que j'ai prise la semaine dernière à l'entrée principale du château, enfin du domaine de Marly. On distingue bien que l'on arrive sur qu'on débouche sur une esplanade qui va conduire à une allée, l'allée royale, une descente qui ne permet que de découvrir progressivement les bâtiments qui composent le château de Marly. Et en arrivant en bas de l'allée royale, eh bien, on découvrait ce que vous avez sous les yeux, à savoir sur la gravure à gauche, le pavillon royal est encadré visuellement par deux bâtiments en avant, la chapelle du château et la salle des gardes. Et puis sur la grande photo de la diapositive, vous découvrez implanté dans l'actuel parc de Marly la restitution en images virtuelles de ce fameux pavillon royal qui est l'élément essentiel qui compose les bâtiments du domaine. Cette organisation, elle est un petit peu étrange puisque on ne découvre pas Marly en pénétrant par l'axe principal, mais l'entrée du domaine se fait sur le côté, puisque elle se fait sur le côté depuis la route qui relie Versailles à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est aussi parce que le château lui-même est noyé, inséré dans un écrin de verdure. Je vous montre la diapositive suivante. Donc, je rebondis sur ma dernière phrase. La sensation d'un écrin de verdure, on la ressent vraiment à travers ce tableau, de nouveau de Pierre Denis Martin, qui est conservé au château de Versailles, qui est une vue quasiment aérienne. Aujourd'hui, on pourrait parler presque de photos prises depuis un drone, où on découvre le grand axe qui structure le domaine de Marly, ses jardins. Un axe qui est semé de plans d'eau, de bassins, et qui traverse de part en part le pavillon royal que l'on devine après la grande pièce d'eau avec ses 5 gerbes. Et ce pavillon, il est seul, il est isolé, et il est visuellement encadré des bâtiments dont je vous ai parlé tout à l'heure. À gauche, la chapelle et les communs, et puis à droite, la chapelle, pardon, excusez-moi, et la salle des gardes, et à droite, les communs du château. Et on distingue du côté des bosquets, dans les parties boisées, entre les bassins et des bosquets, 2 rangées de petits pavillons, qui ont quasiment une forme cubique, et ces pavillons sont les pavillons qui vont être destinés aux invités du roi lorsqu'il se rend à Marly. En effet, Marly n'est pas un château qui accueille l'intégralité de la cour. Exceptionnellement, à Marly, ne vient pas qui le veut, mais il faut avoir été invité par Louis XIV pour pouvoir l'accompagner lors de ses séjours. Alors, ces séjours à Marly, ce sont des séjours qui durent 2 à 3 jours, qui ont lieu tout d'abord tous les 15 jours à peu près, et le nombre de ces séjours, qu'on appelle des marlis, ces voyages à Marly, vont se multiplier et leur durée va progressivement s'allonger dans le temps. Je vous parlais donc des différents bâtiments qui composent le château. Alors, on les distingue sur le plan qui est à droite. Donc, ils sont vraiment répartis le long de l'axe principal. Et on distingue également, plutôt dans la partie haute de la gravure, un axe secondaire, et le pavillon royal, la pièce maîtresse de la composition, se trouve au croisement de ces 2 axes. Je vous propose que l'on s'approche maintenant de ce fameux pavillon royal. J'espère que l'image s'affiche en simultané.
Vous avez à gauche une gravure du début du XVIIIe siècle et qui montre en perspective une vue cavalière de ce pavillon, qui comporte une caractéristique relativement innovante dans l'architecture française, c'est qu'il est inspiré par sa forme, par ses 4 façades qui sont toutes identiques et aussi par son plan strictement carré. Il s'inspire des villas palladiennes qui ont été construites sur la terre ferme en Vénétie à la fin de la Renaissance par l'architecte Palladio. Ces villas, elles ont la caractéristique d'avoir 4 façades identiques, d'avoir un plan organisé en croix grecque et elles comportent au centre de l'édifice un grand salon. Et cette organisation, on la retrouve assez scrupuleusement à Marly. Vous distinguez sur la gauche le plan du rez-de-chaussée du pavillon, au centre un grand salon en forme d'octogone. Alors vous avez justement à propos de ce salon des images qui sont des reconstitutions virtuelles de l'intérieur du salon. C'est un salon gigantesque qui fait 16 mètres de hauteur sous plafond. C'est un salon à l'italienne, c'est-à-dire qu'il s'étage sur 2 niveaux. Et cette pièce, c'est vraiment la pièce où la petite cour qui se réunit à Marly eh bien, va se côtoyer, va avoir également la grâce de côtoyer le roi dans une intimité, dans une compagnie, une proximité tout à fait conviviale. De part et d'autre, enfin, ce grand salon plutôt, s'ouvre par 4 grandes portes sur 4 vestibules, alors qui forment sur le plan 4 bras de même longueur, donc les bras de la croix grecque. Et ces salons, ce sont des entrées. Il y en a un qui est du côté de l'entrée. Un autre va servir de salle à manger. C'est là qu'on va dresser la table à un moment. L'autre va devenir quasiment une salle de billard permanente. Et donc, ce sont des lieux de passage qui reçoivent un décor un peu dans le même esprit que le salon que vous voyez ici. Ce salon, il est décoré tout en blanc. C'est du stuc peint qui vient orner les murs, toutes les élévations du salon. On retrouve ce principe également dans les vestibules que je vous montre. Voilà, avec l'image que vous voyez en partie haute. Marly est une résidence de campagne, je vous l'ai dit. C'est une résidence qui n'a pas de caractère officiel. Le roi ne reçoit pas d'ambassade, il n'y a pas de cérémonie qui concerne la dynastie qui se déroule à Marly. C'est vraiment une résidence de campagne et c'est pourquoi Louis XIV, ce n'est pas tant qu'il est vigilant sur les dépenses, mais il prend le parti eh bien, d'avoir un décor relativement simple. Alors bien sûr, ce sont les plus grands peintres qui vont participer au décor de Marly en fournissant différents tableaux, notamment celui que vous voyez dans le grand vestibule, un tableau qui a été peint par Van der Meulen et qui représente une bataille victorieuse de Louis XIV. À côté de ma tête, et je m'essaie de me décaler, on a une restitution qui date cette fois du XIXe siècle, qui représente un des vestibules dont je vous parlais, celui qui a fini par devenir la salle de billard. Les appartements de la famille royale étaient tous dans le pavillon royal. Et contrairement à la tradition française, l'étage noble à Marly n'est pas situé au premier étage. Il est situé au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, et chaque fenêtre, chaque porte, enfin, chaque fenêtre est une porte-fenêtre qui ouvre sur la terrasse du château. Et je vous montre dans la diapositive suivante une restitution, toujours en image virtuelle, de la chambre de l'appartement du roi à Marly. Dans les angles formés par, enfin, dans les angles du carré, dans les angles du pavillon royal, se découpent 4 appartements, qui sont composés, selon l'habitude, d'une antichambre, d'une chambre, d'un cabinet, et également d'une garde-robe, d'une pièce plus petite, davantage triangulaire, logée dans un angle. Et ces appartements vont être destinés à 4 membres bien identifiés de la famille royale. L'appartement
rouge en haut à gauche pour le roi. L'appartement d'en face est destiné à la reine. Or, la reine décède avant l'achèvement des travaux à Marly. Son appartement va donc être récupéré par le grand dauphin. Quelques années plus tard, Madame de Maintenon, qui a un appartement à l'étage, intervertira pour des raisons pratiques avec le dauphin. Et le duc d'Orléans ainsi que son épouse ont également un appartement au rez-de-chaussée du château. Quant aux autres membres de la famille royale, ils se répartissent dans des appartements de plus petite taille qui sont, eux, situés au premier étage du château. Je passe à la diapositive suivante pour vous parler toujours du pavillon royal, mais cette fois, disons que je ressors à l'extérieur pour vous montrer une autre vue, qui est une proposition de restitution aussi, qui a été faite par Auguste Guillaumeau au XIXe siècle, dans les années 1870. Cet artiste qui appartient à l'école de Viollet-le-Duc s'est lourdement documenté sur Marly en fréquentant les archives nationales, la Bibliothèque nationale, notamment le fonds Robert de Cotte, et dans son œuvre gravée, et puis dans quelques œuvres isolées, telle cette aquarelle, il propose des restitutions de Marly, alors qu'ils n'ont pas toujours la précision historique auxquelles sont sensibles les chercheurs, mais qui a quand même l'avantage, la qualité, eh bien, de semer ces compositions de personnages, de courtisans, et ainsi il redonne un peu vie à Marly. Et sur cette gravure, sur cette aquarelle, pardon, j'attire votre attention sur l'aspect de la façade extérieure. Elle semble eh bien, un peu en relief. On distingue de grands pilastres colossaux qui servent à unir le niveau du rez-de-chaussée et le niveau du premier étage. On distingue au-dessus des portes-fenêtres, ou plutôt on devine, des bas-reliefs en bronze. Et puis le fronton qui couronne l'avant-corps central, eh bien, abrite une composition qui semble dorée. Eh bien, en réalité, ce château est quasiment un décor de théâtre. En effet, on sait que Marly n'a pas été construit en pierre de taille, mais c'est vraiment une architecture en maçonnerie, on pourrait dire ordinaire. La pierre n'est présente qu'à des éléments structurants du bâti aux angles, sur les chaînages, avec aux angles du château, donc par des chaînages d'angles. Les encadrements des fenêtres, des ouvertures sont également en pierre, mais tout le reste est en simple maçonnerie, qui a été enduite et qui a reçu un décor intégralement peint. On est vraiment dans un décor en trompe-l'œil, un peu féerique. Le trompe-l'œil, eh bien, je dirais, ouvre libre cours à l'imagination et puis à la représentation de matériaux les plus somptueux. À Marly, on a du marbre rose du Languedoc, factice, il est réel à Trianon, et on a un débordement eh bien, d'ornementation en bronze fin, en or factice et même en lapis-lazuli. C'est un peu une architecture de fantaisie et de manière générale, dans tout le décor de Marly, la statuaire des jardins, les peintures à l'intérieur du château, eh bien, le goût du roi va s'exprimer. Dans les jardins, on va retrouver beaucoup de statues qui font référence à la mythologie, à la chasse, à la vie champêtre, en quelque sorte. Et on est loin de l'iconographie politique telle qu'on a pu la rencontrer à Versailles, où le roi est mis sur le même pied que les dieux de l'Olympe. Il est moins associé à Apollon, à Marly, qu'il ne l'est à Versailles. Alors, exception faite, bien sûr, dans les frontons du château. Les 4 frontons qui couronnent les 4 façades, eh bien, citent plutôt la légende d'Apollon, le dieu du soleil, auquel Louis XIV s'était identifié. Alors, on n'est pas vraiment dans un message politique, mais ces 4 frontons représentent 4 moments de la course du jour, de la course du soleil, lorsque le dieu du soleil parcourt
le ciel quand il se lève à l'est, atteint son zénith au midi et redescend vers le firmament à la fin de la journée. Ces quatre frontons représentent donc différents moments de la course du Soleil et le musée conserve, j'essaie de me placer au bon endroit, conserve un dessin de Charles Lebrun qui montre le soleil couchant, c'est-à-dire Apollon qui dirige son char vers l'horizon. On voit devant les chevaux les heures du jour qui sont repoussées, et derrière lui, on aperçoit la nuit qui déploie son voile de ténèbres, et elle est suivie par deux figures qui sont le rêve et le sommeil. Donc ce sont ici, avec les frontons, on a une des rares citations de l'iconographie solaire. On la retrouve néanmoins aussi, je ne vous l'avais pas précisé tout à l'heure, bien dans le nombre de pavillons d'invités qui semblent graviter aux abords du pavillon royal. Ces pavillons, ils sont au nombre de 12, et ce chiffre fait écho aux 12 signes du zodiaque, à des constellations qui parcourent le ciel et gravitent, semble-t-il, autour du Soleil. Je vous ai parlé du décor en trompe-l'œil du pavillon royal, mais ce sont tous les bâtiments du château de Marly qui reçoivent ce type de décor, et notamment l'un d'eux qui est appelé le bâtiment de la perspective. Alors, il est considéré à l'époque comme un chef-d'œuvre absolu. Il a été peint par l'équipe de Jean-Baptiste Rousseau, qui est intervenu également sur le pavillon royal. Et donc, la grande estampe que vous voyez ici représente ce bâtiment de la perspective. La perspective, c'est en réalité les offices, c'est-à-dire une partie des communs du château qui va abriter des logements pour la domesticité, des cuisines, des pièces de stockage, enfin tout ce qui permet le bon déroulé, la logistique des séjours de la cour à Marly. Et donc ce bâtiment de la perspective, on semble voir deux bâtiments, deux pavillons qui sont reliés l'un à l'autre par une loggia dont les colonnes laissent entrevoir un paysage, cette fameuse perspective. En réalité, on a face à nous une sorte de bar, un bâtiment qui barre la vue de ce qu'il y a derrière. On voit des arbres qui apparaissent, qui surgissent. Et en réalité, la partie centrale du bâtiment est totalement aveugle, et c'est cette caractéristique qui a permis de déployer ce décor un peu féerique, qui était d'ailleurs visible depuis le pavillon royal. Et à côté de ce bâtiment de la perspective, je vous présente, à l'échelle réduite pour respecter un peu l'ordre de grandeur, la façade d'un petit pavillon des invités. Ces petits pavillons cubiques qui étaient reliés les uns aux autres par des arcades de verdure, avaient reçu également un décor peint en trompe-l'œil qui était composé d'ornements appartenant au répertoire de l'architecture. Je continue un peu mon exploration architecturale de Marly. J'ai entouré sur le détail du tableau qui nous montre une vue aérienne perspective de Marly, deux pavillons. Des pavillons qui sont les plus éloignés du pavillon royal. Et ces pavillons-là, ont tout d'abord, comme tous les autres pavillons, abrité des appartements pour les courtisans. Plus précisément, au rez-de-chaussée, on trouve un appartement et à l'étage, un autre. Durant une dizaine d'années, de 1703 à 1714, ces pavillons vont être totalement réaménagés. En effet, 20 ans auparavant, en 1683, Louis XIV reçoit un magnifique cadeau de la part du cardinal d'Estrées, qui avait vécu en Italie. Le cardinal lui offre deux globes gigantesques qui mesurent 4 mètres de diamètre. Et ces globes, l'un est un globe terrestre, celui qui est au-dessus de ma tête, qui représente le monde tel qu'on le connaît,
à l'époque de Louis XIV, un peu une compilation des connaissances géographiques, scientifiques, même si on sait que ces globes qui ont été dessinés par le géographe vénitien Coronelli n'étaient pas de la meilleure actualité. Donc, ces globes, donc l'un représentait la Terre et l'autre, le globe que vous voyez bleuté, représentait les constellations telles qu'elles étaient disposées, agencées dans le ciel le 5 septembre 1638, c'est-à-dire le jour de la naissance de Louis XIV. Ces globes majestueux sont quand même des cadeaux encombrants et pendant 20 ans, ils ne sont pas présentés, personne ne les voit puisqu'on cogite à l'endroit où ils pourraient être exposés. On envisage un temps Versailles, à un autre moment les Tuileries, et finalement, en 1703, Louis XIV décide de les installer à Marly. Le globe céleste sera placé du côté de Louvciennes, donc à gauche sur le tableau, et le terrestre à droite. Cela demande bien sûr des réaménagements, et vous le voyez sur la coupe du pavillon ici. Donc c'est un dessin qui provient du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France. Eh bien, on a dû en réalité démonter une façade et puis supprimer le plancher entre les deux niveaux pour pouvoir installer ces géants sur des piédestaux en bronze. Et on est allé également aménager au niveau supérieur une petite galerie ronde qui permettait à un visiteur, à un prince, puisque ça avait été fait un peu pour leur éducation aussi, eh bien, de venir observer la partie supérieure du globe, tout simplement en empruntant un petit escalier en collimation hors œuvre qui avait été aménagé derrière chacun de ces pavillons. L'installation, ils sont visibles à Marly jusqu'en 1714, et en 1714, le roi change d'avis et il décide de récupérer 2 appartements, et donc il fait déménager ces globes, qui retournent en caisse vers la bibliothèque royale. Et ces 2 œuvres, aujourd'hui, existent toujours, et elles sont visibles à la Bibliothèque nationale de France, sur le site François Mitterrand. Et ils sont visibles en permanence dans les halls qui leur sont dédiés, où vous voyez la photo qui est derrière moi, c'est une photo récente qui montre comment ils sont exposés. Un autre pavillon d'invités présente également quelques caractéristiques dont je vais vous parler maintenant. C'est le 5e pavillon du Levant qui, lui, abritait au rez-de-chaussée non pas un appartement pour les invités, mais un appartement des bains. Alors, on sait peu de choses de cet appartement des bains, notamment par rapport à son utilisation. C'était une utilisation qui devait être relativement exceptionnelle, qui était liée plutôt à la détente, et non pas forcément à comment dire, un geste d'hygiène. Cet appartement était un 3 pièces, composé d'une pièce technique où on chauffait l'eau, et puis également d'une salle de bain qui comprenait 2 baignoires, puisque ce type de bain, on pourrait faire un parallèle avec la pratique du hammam ou du spa aujourd'hui. Ce type de bain se prenait en compagnie, c'était un moment de repos, de détente, éventuellement de conversation. Et attenant à la salle de bain, il y avait une chambre de repos avec 2 lits à baldaquin. Et vous apercevez en coupe dans l'encadré rouge, la coupe qui nous montre le profil d'un lit à un baldaquin et d'une baignoire. Plusieurs fouilles archéologiques ont été réalisées dans le parc de Marly. Ça a commencé à la fin des années 80, au début des années 90, sous la forme de sondages dans différents endroits stratégiques du domaine, et les fouilles ont repris dans les années 2012. Et c'est la première vague de fouilles qui a permis de découvrir à l'emplacement du pavillon des bains des fragments de son décor, qui est relativement bien documenté, et maintenant on a même des vestiges. Et vous avez donc derrière moi des carreaux de faïence qui ont été commandés par le service des bâtiments du roi à des manufactures hollandaises, précisément de Rotterdam. Et ces carreaux de faïence ornaient les parois de la salle de bain. Alors, on ne connaît pas exactement l'agencement, la répartition des décors, est-ce qu'il y avait des frises, dans quel sens. En tout cas, le petit échantillonnage que je vous présente est déjà révélateur
du goût qui existe pour la porcelaine de Chine. Alors bien sûr, ce sont des imitations pâles de la porcelaine de Chine, puisqu'on a de la faïence, mais en tout cas, on a ces décors bleus et blancs qui, rien qu'à eux, évoquent l'Asie. Mais bien sûr, il y a une empreinte un peu hollandaise, puisque certains paysages font penser à des marines hollandaises. On peut également distinguer des paysages avec des moulins à vent, si caractéristiques de la Hollande. Et puis, ces carreaux aussi trahissent en quelque sorte eh bien, l'identité du commanditaire de ces décors, puisque sur certains d'entre eux, on aperçoit des fleurs de lys qui sont disposées en semis dans un système de damier, ou bien elles décorent, c'est le cas notamment dans le bouquet de fleurs qui est par là, elles décorent les coins de ces carreaux. Alors, nous avons parlé pas mal d'architecture. Donc, pour conclure ce sujet-là, retenons que cette architecture est éclatée, que les différents bâtiments sont dispersés dans les jardins, en fait, dans la végétation, et qu'ils reçoivent un décor tout à fait nouveau, j'ai envie de dire inouï, inédit, un décor en trompe-l'œil, peint, multicolore. Et, Marly tient également sa renommée de ses jardins. Alors, les jardins ont beaucoup évolué à Marly, mais ils rassemblent les caractéristiques du jardin baroque français, le jardin tel que l'a créé le nôtre et tel qu'on entretient la tradition, notamment à Marly. Alors, je suis vraiment très mal placée. Sur le plan là, que je cache à moitié, vous distinguez deux grands axes qui structurent le jardin, qui forment une croix, qui se croisent à l'emplacement du pavillon royal. Et on distingue en bleu, c'est une estampe du début du XVIIIe siècle qui est coloriée, donc comment dire, la place, la surface qui est occupée par des bassins, donc la place qui est accordée à l'eau, et dans les jardins, dans la partie supérieure, on distingue des allées, des étoiles, donc c'est très boisé, et puis dans la partie sud, du côté des bassins, eh bien, on distingue derrière les rangées de pavillons. Ce n'est pas trop visible sur le tableau, on devine davantage sur l'estampe, eh bien, on devine des bosquets, des compositions qui sont un peu plus autonomes. À Marly, il y a en effet des bosquets du côté du couchant et du côté du levant. Et dans ces bosquets, eh bien, on va retrouver l'alliance de la végétation qui est traitée quasiment comme un élément architectural, une alliance avec la sculpture et avec l'eau pour faire une œuvre d'art quasiment totale. Alors, je ne vais pas vous énumérer par le menu les bosquets de Marly, je vais vous en présenter quelques-uns. Alors là, ces deux exemples pour vous montrer un peu le bosquet type, à savoir qu'il est clôturé, qu'il est clos par des charmilles, qu'on remplit également les parois d'arbres, des petits arbustes tels qu'ils sont dessinés ici, et que bien souvent, au centre, on trouve une statue ou bien une fontaine. Marly était une école de statuaires importante. Il y a plus de 150 statues qui ont peuplé le jardin. Et lorsque Louis XIV décide l'aménagement de cette résidence, eh bien, il faut produire des statues. Alors, ça coûte cher déjà, et puis ça prend du temps. Si bien que le roi, dans un premier temps, va simplement prélever dans les magasins royaux, dans ses propres collections, des statues préexistantes et les utiliser pour décorer les jardins. Sur l'aquarelle que vous avez à gauche, vous ne le savez pas, faites-moi confiance, la fontaine est décorée, la fontaine au cœur du bosquet est décorée
par l'œuvre romaine qui représente la statue Agrippine, qui vient des collections royales, qui appartient au Louvre, qui est aujourd'hui déposée au château de Compiègne. Donc c'est un bon exemple d'emploi de décors préexistants pour combler un besoin. Le tableau, la petite peinture, représente, elle, le bosquet des Muses. Alors pour le bosquet des Muses, eh bien, on a procédé un peu de la même façon. Ce bosquet, qui est du côté de Louvciennes, est un bosquet qui s'étale sur 2 niveaux et il rassemble autour d'un bassin ovale qui est spectaculaire pour la hauteur de sa lance d'eau, qui atteint les 25 mètres. Ce bassin eh bien, est entouré de statues qui représentent les 9 muses et le dieu Apollon. Pour réaliser ces muses, eh bien, on a prélevé dans les magasins royaux des statues de femmes antiques portant un drapé qui ne mesurait pas forcément la même taille, mais comme cela se faisait au XVIIe siècle, on a demandé à un sculpteur, François Girardon notamment, eh bien de réharmoniser, de transformer ces statues-là pour les faire devenir des muses, et notamment les 9 muses qui décoreraient Marly. Et donc, ces statues sorties des magasins ont été rebichonnées, des têtes ont pu être modifiées si elles avaient disparu, et on leur a rajouté dans les mains leurs attributs pour pouvoir les identifier, l'une à l'histoire, l'une à la danse, l'autre à la comédie. Voilà comment Marly a pu prendre forme progressivement et puis assez rapidement dès que les travaux ont été entamés. Donc, le premier voyage à Marly, c'est un séjour d'une journée, il a lieu en 1684. Le premier séjour où l'on dort, c'est en 1686. Et donc, pendant toutes les années, fin des années 80 et 90, on va privilégier leur emploi de statut. Et puis, ensuite, eh bien, Louis XIV va pouvoir voir arriver à Marly de nouvelles œuvres, des commandes faites par ses sculpteurs. Et ces commandes, elles vont eh bien, décorer les fontaines qui ne cessent d'être aménagées. Et je vous en montre une qui est assez particulière. C'est une cascade. Il y en a une également à Saint-Cloud, il n'y en a pas à Versailles. Cette cascade qui se trouve au sud du château, eh bien, elle a été aménagée alors en plusieurs étapes. C'est typiquement la structure qui connaît plusieurs états. Dans un premier temps, on fait couler un escalier d'eau sur des marches engazonnées, et puis par la suite, la cascade eh bien, se retrouve parée de grands blocs de marbre sur lesquels l'eau s'écoule. Alors cette cascade, cette rivière, puisqu'on l'appelle ainsi, parce que de loin, on a l'impression que c'est un fleuve qui coule dans cette allée. Cette rivière, elle mesure 200 mètres de long. Elle est composée d'une cinquantaine de marches en marbre rouge du Languedoc, et l'eau s'écoule. On est vraiment depuis son sommet, c'est le point culminant du jardin. Elle s'écoule jusqu'à un bassin en forme de fer à cheval. Et à chaque fois qu'on va aménager ce type de nouvelle fontaine, eh bien, des commandes sculptées vont venir les orner. Sur la rivière, on a notamment le groupe de Neptune et Amphitrite qui vient souligner la référence à l'eau et à son abondance dans cet aménagement. À l'opposé de la rivière se trouve une fontaine qui est aménagée dans un second temps à Marly, c'est l'abreuvoir. Alors, cet abreuvoir, malheureusement, je l'ai coupé dans le détail du tableau, donc c'est vraiment la fontaine qui est coupée, tout en bas de la composition. C'est une fontaine qui, visuellement, appartient au parc de Marly, mais qui, topographiquement, n'en fait pas partie. Et c'est finalement le seul aménagement du château qui est visible de n'importe quel quidam à l'extérieur du château. Je vous avais dit que depuis l'entrée, on ne voyait absolument rien, parce que le château était dans un creux. En revanche, on peut apercevoir l'abreuvoir de Marly.
Alors, il est couronné par une grille en fer forgé qui est à ses deux extrémités. On va installer alors, deux statues qui incarnent vraiment les commandes royales aux alentours de 1700 et puis l'arrivée donc d'une production que je qualifierais de contemporaine. Alors, la princesse Palatine était, on a de la chance, présente le jour de l'installation des deux chevaux, du groupe sculpté qui va décorer l'abreuvoir. Et du coup, je lui laisse un petit peu la parole. Voilà, j'ai quelques citations de la Palatine que je vais vous lire pour un peu nourrir mon discours et puis voilà, rester avec elle le temps de l'exposition. Elle écrit de Marly au mois d'août 1702. Hier, nous avons été avec le roi au jardin, avant et après dîner, pour voir mettre en place deux fort belles statues. Elles coûtent 100 000 francs les deux. L'une est la renommée. Elle est assise sur un coursier ailé. Le tout est d'un seul bloc de marbre blanc. L'autre est un Hercule, à cheval aussi. On ne peut rien voir de plus beau. Je ne crois pas que dans le monde entier, il soit possible de trouver un plus beau jardin que celui-ci. Alors, deux petites remarques. Ce n'est pas Hercule qui chevauche le cheval, mais c'est le dieu Mercure, le messager de l'Olympe. Et quand la princesse Palatine dit qu'on ne peut pas trouver de plus beau jardin à Marly, il semblerait qu'elle ait dit la même chose de Saint-Cloud. Donc, voilà. Je vous montre un dernier ensemble de fontaines qui est assez caractéristique de Marly, qui est assez rare. C'est les bassins qu'on a appelés les bassins des coureurs, qui font partie du groupe des bassins de faïence ou des bassins des carpes. Ce sont des bassins qui étaient situés à proximité du pavillon royal. Alors des bassins qu'on peut presque qualifier d'éphémères. Ils sont commandés en 1712, finis en 1714 et remblayés en 1716. Bon, là, on est sous la Régence, ça commence, c'est pas la meilleure période pour Marly. Et ce sont des bassins qui sont ornés de statues qu'on appelle les coureurs. C'est un ensemble de 4 statues qui représentent ces 4 statues isolées. On a deux couples. Il y a d'une part Apollon qui court. Après, une autre nymphe qui est sur un autre bassin en face, il court après Daphné. Et l'autre duo, c'est le jeune Atalante, non, c'est le jeune Hippomène, pardon, qui poursuit la coureuse de fond Atalante. Ce sont des couples mythologiques, des couples plutôt malheureux qui ont été sculptés par Lepôtre, par Coustou et qui vont orner ces bassins. Alors, il y a eu des socles qui ont varié d'une époque à l'autre. En tout cas, ce sont des bassins qui étaient appelés bassins des carpes parce qu'on sait qu'on y jetait des carpes régulièrement, que le roi venait même nourrir de ses propres soins. Et ces bassins s'appelaient également bassins de faïence parce qu'ils étaient tapissés, leurs parois et leurs fonds, de carreaux de faïence commandés à Saint-Cloud et également à des manufactures de la vallée d'Auge. Et la princesse Palatine, eh bien, s'est elle-même émerveillée de ces bassins et puis également de la population de carpes qui évoluait. Elle écrit ce matin: je suis allée me promener avec le roi. On dirait que ce sont des fées qui travaillent ici, car là où j'avais laissé un grand étang, j'ai trouvé un bois ou un bosquet. Là où j'avais laissé une grande place et une escarpolette, j'ai trouvé un réservoir plein d'eau, dans lequel on jettera ce soir 100 et quelques poissons de diverses espèces et 30 grandes carpes admirablement belles. Il y en a qui sont comme de l'or, d'autres comme de l'argent, d'autres d'un beau bleu incarnat, d'autres tachetés de jaune, blanc et noir, bleu et blanc, jaune d'or et blanc. Bref, il y en a de tant d'espèces que c'est vraiment merveilleux. Pour la princesse Palatine, ce sont des fées qui agissent à Marly. Et ce qui a également surpris les contemporains, les visiteurs de Marly, c'était l'abondance de l'eau. L'abondance de l'eau dans les fontaines notamment, et tous les effets d'eau qui étaient possibles dans ce domaine. Alors, il faut dire que Marly
eh bien, par son aspect escarpé, ce vallon qui a été aménagé avec de lourds travaux de terrassement, eh bien, a permis de déployer des cascades et la création d'effets de lances, de buffets, de bouillons, de moutons. Dans un premier temps, lorsque l'on a aménagé Marly, le vallon, quand on l'a déboisé, terrassé, eh bien, il a fallu drainer les sources qui étaient présentes sur le domaine. Et le simple drainage de ces sources a eu deux effets. Tout d'abord, assainir et également remplir tout simplement l'eau des bassins. Cela a produit des surfaces d'eau calme qui reflétaient le ciel. C'était déjà bien. Mais au XVIIe siècle, on n'imagine pas un jardin sans eau jaillissante. Et Marly a quand même un point négatif, c'est que en termes d'eau jaillissante, eh bien, le fait que l'on soit à un point relativement élevé du bassin parisien, on est quasiment à 30 mètres plus haut, 30 mètres plus haut que Versailles, eh bien, on ne peut pas détourner une rivière. Mais il y a une source d'eau inépuisable à proximité de Marly, c'est la Seine, sur laquelle on va construire un engin tout à fait extraordinaire, non pas pour dériver de l'eau, mais pour la forcer à remonter sur les hauteurs de Marly. Et cette machine, vous la connaissez sûrement de nom, c'est la machine de Marly. On en a un aperçu ici sur cette très grande gravure. Alors, elle doit mesurer à peu près 1,10 m sur 1,10 m. On en conserve un exemplaire au musée. C'est un document fondamental parce qu'il nous montre l'emprise de cette machine sur la Seine. Quand on pense à la machine de Marly, on distingue l'engin sur l'eau avec ses roues. En réalité, c'est beaucoup plus que ça, la machine. C'est un ensemble de mécanismes qui partent à l'assaut du coteau de Louvciennes, qu'on devine un peu. Vous sentez qu'il y a une pente là, au-dessus de la Seine. C'est l'aménagement de la Seine, proprement dite, du fleuve, de ses rives qu'il a fallu renforcer pour éviter que des éléments se décrochent et puis surtout pour assurer, comment dire, faire en sorte que le bras de Seine qui alimentait la machine ait un débit, un flux régulier. Cette machine, c'est donc elle qui va forcer l'eau à remonter vers le château de Marly. Et je vous en montre, attention, sur deux documents, je vous montre le chemin que l'eau emprunte. Alors, je n'ai pas de petite souris à déplacer pour vous montrer, mais sur la gravure carrée là, qui est à gauche, vous distinguez la machine avec ses roues. Il y avait 14 roues au total. Et le chemin qu'empruntait l'eau, c'était une conduite, une canalisation qui montait donc le long des mécanismes que l'on devine et qui atteignait tout en haut de la gravure, on le devine, un aqueduc. Et cet aqueduc, c'était le point culminant de tout le réseau hydraulique de la machine de Marly. Et cet aqueduc guidait l'eau vers des réservoirs qui étaient situés à proximité du château. Et ces réservoirs, vous les voyez sur l'estampe colorée qui est derrière moi. En bas, vous voyez là le l'aqueduc de Louvciennes, là, à côté de ma tête. Cet aqueduc voilà, dont on voit l'emplacement des jarres sur le sol. Cet aqueduc rapprochait l'eau d'immenses réservoirs. Les réservoirs là, peints en bleu que vous voyez, c'est réservoirs de Marly. L'aqueduc, entre l'aqueduc et les réservoirs, il y avait un système de canalisation souterraine. Et ces réservoirs étaient vraiment situés plus haut que toutes les fontaines du château, et par un système soit d'aqueduc, soit de conduite enterrée, eh bien, toutes les fontaines du château pouvaient être alimentées par la simple force gravitationnelle. Depuis les réservoirs de Marly, on est également 37 mètres plus haut que le château de Versailles. Alors bien sûr, la machine de Marly, si on l'appelle machine de Marly, c'est parce qu'elle alimente Marly, ou que du moins Marly n'a pas d'eau jaillissante sans elle, mais cette machine va également soutenir l'alimentation en eau des fontaines du château de Versailles. Alors cette construction, elle a été, si je puis dire, oui, elle a été voulue par Louis XIV et la méthode, le système a été proposé au roi par deux Liégeois,
Rennequin-Sualem et surtout Arnold de Deville, qui en est qui est plus le promoteur, ordonnateur du projet. Cette machine donc, a été proposée par 2 Liégeois et elle a été conçue en relativement peu de temps, entre 1680 et 1684. Donc, vous voyez ici un grand tableau de Pierre-Denis Martin, conservé au château de Versailles, qui est un véritable portrait de la machine de Marly. On voit bien l'engin qui a été intégralement construit en bois et on voit l'emprise dans le paysage des mécanismes gigantesques qui desservent des bâtiments qui sont situés à mi-côte, qui sont en fait des relais pour faire remonter l'eau. En effet, la colline à franchir, à escalader, mesure 150 mètres de haut et au XVIIe siècle, une colonne d'eau ne peut pas supporter la pression, son propre poids en fait, si bien qu'il faut modestement remonter l'eau de la machine en plusieurs étapes. Alors, c'est ce qu'on comprend mieux en regardant la diapositive suivante, et notamment à gauche, cette gravure, alors qui associe 2 images. Dans la partie supérieure, vous voyez une coupe sur la machine. On voit des roues, on voit qu'elle est hérissée de mécanismes. Et on comprend aussi que ce n'est pas un engin qui flotte sur la Seine, mais qu'elle a des pieux qui l'ancrent vraiment dans le lit du fleuve. Et puis, sous cette coupe, on aperçoit un paysage, on voit la machine. Dans le fond, on devine la silhouette du château de Saint-Germain-en-Laye. Et puis surtout, j'ai entouré avec des cercles rouges deux niveaux qui sont les relais de puisards qui servaient de relais à la remontée de l'eau. C'est-à-dire qu'au niveau de la Seine, les roues qui sont actionnées par la force du courant sont reliées à un système de manivelles qui vont actionner des pompes aspirantes et foulantes qui fonctionnent sur le même principe que des pompes à vélo. Et ces pompes aspirent l'eau et la recrachent dans une canalisation qui va monter 50 mètres plus haut et remplir un puisard, un réservoir. Et ça, c'est l'image que vous avez au-dessus de ma tête. À droite, on aperçoit un bassin, et c'est là que débouche l'eau. Et dans ce bassin plongent des équipages de pompes, encore des pompes aspirantes et foulantes. Et ces pompes vont aspirer l'eau pour la renvoyer au niveau supérieur. Et au niveau supérieur, il se passe la même chose, c'est-à-dire qu'on a de nouveau des équipages de pompes qui vont aspirer l'eau pour la conduire au sommet de l'aqueduc de Louvciennes. La difficulté, c'est de faire fonctionner des pompes au niveau des puisards. Et comment fait-on ? Eh bien, on a relié chaque équipage de pompes à une roue de la machine par un système de transmission, de mécanismes qu'on appelle le système des tringles et des chevalets. Et on les devine dans l'image qu'il y a au-dessus, ici, l'image que vous voyez à droite. On distingue des pièces de bois, des tirants métalliques, et tout cet ensemble long, complexe, mais à la fois très fragile, est intégralement mu par les roues de la machine de Marly, qui sont vraiment la force motrice de tout ce système. Donc, voilà un des trésors de Marly, la fameuse machine qui a permis tant d'effets d'eau jaillissante dans les jardins du roi. Alors, pour Louis XIV, Marly, c'est une résidence de plaisir. C'est en quelque sorte une simple maison de campagne. Il a plaisir à chasser à Marly, à se promener dans ses jardins. Marly, c'est relativement petit, la cour ne peut pas y résider en entier, mais c'est presque volontaire. Pour ce palais non officiel, Louis XIV systématiquement est accompagné de membres de sa famille qui sont invités de droit lors des voyages à Marly, et il va également inviter quelques courtisans. Alors, quand on dit quelques courtisans, il n'est pas rare qu'il y ait une centaine de personnes présentes à un voyage à Marly, mais c'est très peu en comparaison des milliers de courtisans qui vivent à Versailles. Pour venir à Marly, il faut réclamer, il faut demander à y être invité, et c'est une faveur royale très recherchée.
Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est sélectif et que la dimension non officielle de la résidence, eh bien, permet aussi de côtoyer le roi dans une compagnie conviviale. Et on sait que Louis XIV est un hôte attentif et qu'il s'assure eh bien, du bon déroulé et du confort de ses invités quand il se rend à Marly. Mais l'invitation est une mécanique stricte. Lors des premiers voyages, eh bien, ça a été un peu la bousculade, donc il a fallu finalement demander au roi à être invité. Les demandes étaient tellement nombreuses que finalement, on a mis en place le système de la liste. Et qui voulait être invité à Marly se faisait inscrire par le valet de chambre de Louis XIV sur une liste qui était vue par le roi et son valet et publiée afin de faire connaître aux heureux élus qu'ils étaient invités. Personne n'aurait eu l'idée de demander une invitation à Marly s'il ne faisait pas partie de la plus haute noblesse, de la noblesse d'épée. Seuls les plus grands nobles du royaume pouvaient espérer être conviés à l'un de ces séjours. Et l'invitation à Marly, c'était finalement un peu un thermomètre de la grâce, de la faveur que vous aviez auprès de Louis XIV. Alors Marly avait quelque chose aussi d'assez particulier et aussi quelque chose d'apprécié, parce qu'exceptionnel, c'était que l'étiquette qui régnait à Marly n'avait pas la même rigidité que celle de Versailles. Alors, je dis rigide, mais ce n'est pas le bon mot. On devrait dire plutôt que l'étiquette n'était pas la même qu'à Versailles. Il n'y avait pas il n'y avait pas le même cérémonial qu'à Versailles. Par exemple, pas de cérémonie du lever, ni du coucher du roi. Euh, la- les femmes n'avaient pas à porter le grand habit de cour. Les robes de chambre, comme on les appelait, plus décontractées, si je puis dire, étaient d'usage. Et à Marly, on s'assied où on le souhaite, sans distinction de rang. C'est très perturbant, cette étiquette qui vole en éclats. Et ça perturbe beaucoup la princesse Palatine, dont vous savez peut-être qu'elle est assez à cheval, si je puis dire, sur le protocole et sur les rangs. Et c'est ce qu'elle dit dans une de ses lettres qu'elle écrit au mois d'août 1705. On ne sait plus du tout qui on est. Quand le roi se promène, tout le monde se couvre. La duchesse de Bourgogne, la petite fille de Louis XIV, la duchesse de Bourgogne va-t-elle se promener? Eh bien, elle donne le bras à une dame et les autres marchent à côté. On ne voit plus qui elle est. Ici, au salon, tous les hommes sont assis devant monsieur le dauphin et madame la duchesse de Bourgogne. Quelques-uns sont même étendus de tout leur long sur les canapés. J'ai grand-peine à m'habituer à cette confusion. Cela ne ressemble plus du tout à une cour. Voilà. Voilà ce que nous dit la Palatine, qui est très désorientée de ses façons de faire à Marly. Et elle nous donne aussi une autre indication sur l'enjeu que représente l'invitation à Marly pour les courtisans. C'est la course pour se faire bien voir, pour se faire inviter. Et elle nous dit que c'est presque stressant pour les invités de faire un faux pas et peut-être d'être privé d'un séjour à Marly. Voici ce qu'elle nous dit en 1711. Nulle part il n'y a de conversation. À Meudon, on parle entre soi. À Saint-Cloud, pas plus qu'ailleurs on ne cause. Toutes les dames ont une telle peur de dire quelque chose qui pût déplaire ici et les empêcher d'aller à Marly qu'elles ne parlent que de toilette et de jeu, ce qui me semble assez ennuyeux. Alors, lorsque l'on a la chance d'être invité à Marly, eh bien, que se passe-t-il? Qui fait-on dans cette résidence de plaisir? Eh bien, vous l'imaginez, j'ai envie de dire que l'activité numéro un, c'est bien sûr la chasse dans les environs. Et cette chasse qu'aime beaucoup la princesse Palatine, voici comme elle en parle. Elle dit en 1707, l'on chasse d'ailleurs dans le plus bel endroit du monde, car le parc d'ici est un véritable jardin. Il y a plus de 10 ou 12 allées avec des étoiles auxquelles aboutissent 6 ou 8 d'entre elles. Toutes les haies sont en fleurs et parfument l'air, et avec cela les rossignols et les autres oiseaux chantent si bien
qu'on se console parfaitement en ce lieu. Elle parle également des promenades qu'elle fait dans le parc. Ainsi, voici ce qu'elle nous dit. Nous avons eu aujourd'hui le plus beau temps du monde. Il a fait très chaud. Dans le parterre de Marly, toutes les fleurs ont des boutons. Les lilas et les chèvrefeuilles sont tous verts et dans le verger, les pêchers et les amandiers fleurissent. Donc, plaisir olfactif également à Marly. Cette vie à Marly, eh bien, les invités, vous l'imaginez bien, une fois qu'ils ont obtenu ce privilège de passer quelques jours avec le roi, eh bien, ils ne se contentent pas de rester dans leur petit pavillon d'invités. Ces pavillons ne servent vraiment qu'à aller dormir, et bien sûr, la vie est communautaire. Et lorsque l'on n'est pas dehors, à chasser, à se promener, à faire de la chaloupe sur le grand miroir, ou bien l'hiver, à patiner sur les réservoirs gelés, eh bien, on est tous ensemble dans le pavillon royal. Et ce pavillon royal, tout à l'heure, je vous avais dit que les pièces principales du rez-de-chaussée abritaient vestibule, salon et appartement. Eh bien, toutes ces pièces sont un peu investies par la vie de cour. On va jouer au jeu, on va prendre ses repas, on va écouter des concerts, des comédiens vont venir, on organise des bals. Et voici ce que nous dit la princesse Palatine. Elle a son appartement au rez-de-chaussée et elle le voit assez souvent envahi par des courtisans, ce qui ne lui plaît pas beaucoup. Elle nous écrit en 1687. À Marly, on n'a pas d'appartement, si ce n'est pour dormir et s'habiller. Mais dès que ceci est fait, tout est pour le public. Dans l'appartement du roi, il y a de la musique. Dans celui du dauphin, on prend les repas, tant à midi que le soir. Là se trouve aussi le billard, qui ne désemplit pas. Dans l'appartement de monsieur se trouve la banque, toutes les tables de tric-trac et les jeux de cartes. Dans le mien se tenaient les marchands, et c'est là qu'avait lieu la foire. Voilà. Voilà un peu pour l'ambiance à Marly dans la journée, mais également durant les soirées. Marly se transforme régulièrement en lieu de fête, notamment à l'occasion du carnaval qui dure de l'épiphanie jusqu'au début du carême. Et bien, dans les mémoires de la princesse, enfin dans la correspondance de la princesse Palatine, on trouve régulièrement des récits de carnaval. Donc, je vais vous en lire quelques extraits en supprimant trop de noms ou les détails sur les costumes des courtisans. Et je m'appuie comme fond de décor sur ce dessin qui date des années, je crois que c'est 1686, qui est attribué à Israël Sylvestre, qui est conservé à Berlin. C'est probablement un modèle d'éventail. On ne sait pas s'il y a un éventail, il n'y a pas d'éventail identifié qui reprenne ce décor. Ce dessin, c'est une des rares iconographies de Marly qui montre une scène de la vie au château dans son décor. Le décor, c'est celui du pavillon royal, avec sa grande hauteur sous plafond. On voit des lustres, des cariatides qui portent le plafond, et puis bien, une assemblée de courtisans qui se réunissent autour de tables qui sont probablement des boutiques, c'est-à-dire comme des petits stands qui permettent d'aller jouer et de remporter des lots. Alors, pour vous parler d'un carnaval, je vous parle de celui de l'année 1699 où quasiment tous les soirs ou tous les 2 soirs, il y a un bal paré ou bien un bal masqué. La princesse Palatine nous dit « Tous les soirs, il y a un bal masqué ici. Je regarde bien danser, mais cela ne me divertit pas. Je m'endors presque. » 2 jours plus tard, elle écrit « Il faut que je vous raconte comment s'est passé le bal masqué de Marly. Jeudi, le roi et nous tous avons soupé à 9 heures. Après le souper, on se rendit au bal qui commença à 10 heures. À 11 heures arrivèrent les masques. Le bal dura jusqu'à 2 heures moins le quart. » On avait un grand sens de la fête. Quand je vous parlais des petites boutiques qui sont visibles sur l'éventail, je rebondis sur une loterie que Louis XIV avait eu l'idée d'organiser pour combler de cadeaux les invités à Marly. Mais c'est une loterie qui est un peu mal tournée, puisque le roi s'est aperçu que ses courtisans avaient de grandes attentes sur les cadeaux qui allaient être offerts. Je laisse la parole à la princesse Palatine. Voici ce qu'elle nous dit.
Nous devions avoir une grande fête à Marly, dans laquelle le roi voulait faire des cadeaux à toutes les dames. Mais la chose a été ébruitée trop tôt. Toutes les dames de qualité ont voulu être de la fête. C'est pourquoi, vers l'époque où nous devions aller à Marly, il en est arrivé une telle foule qu'on ne pouvait plus se retourner. Beaucoup d'entre elles ont été trouvées des marchands chez lesquels les étoffes avaient été achetées pour apprendre combien on en avait pris et ce qu'elles avaient coûté. Quand le roi apprit cela, il en a été contrarié et a dit qu'on allait s'imaginer que ces présents seraient d'une magnificence indestructible et que tout ce qu'il donnerait ne serait rien en comparaison. La partie fut donc rompue. Le roi garda les pierres précieuses et nous fit jouer brocart, des rubans et des éventails. Voilà, les courtisans ont été pris à leur propre jeu. Voilà. Alors, la période faste pour Marly, vous l'avez compris, c'est l'époque de Louis XIV. Louis XIV qui est très prodigue à l'égard de ses invités lorsque Marly se développe et à la fin du règne, les dépenses, enfin plutôt les ressources du royaume déclinent. Le coût des voyages à Marly est régulièrement critiqué, si bien qu'à partir de 1710, eh bien, le roi s'avère un peu moins généreux. Il ne nourrit plus tout le monde, par exemple. Il nourrit ses invités, mais demande à ceux-ci de prendre en charge eh bien, la bouche de leur suite. Et cela a tendance à contribuer la princesse palatine, qui déclare souvent qu'elle n'a pas elle-même assez de moyens. Que dit-elle en 1710 ? Elle nous dit « La prochaine fois que nous viendrons ici, il y aura un grand changement. Le roi m'a donné l'ordre d'avoir amené mes gens afin de préparer les repas de mes dames et les miens, car le roi ne traitera plus personne ici. Cela ne me va pas. Mes frais seront doublés, mais quand le roi ordonne, il faut obéir. La duchesse de Bourgogne fera manger à sa table les dames qu'elle amènera avec elle. De même madame d'Orléans, madame la duchesse et la princesse de Conti. Le roi fera établir des cuisines à cet effet. » Voilà, donc c'est avec cette anecdote que je conclus la partie consacrée au règne de Louis XIV. Pour Marly est pour lui une œuvre très personnelle qu'il construit à son image, à la fois d'un point de vue de l'architecture, à la fois du goût, et c'est aussi pour lui vraiment un outil politique, pardon, pour contrôler la noblesse du royaume et puis lui tenir la dragée haute et lui rappeler incessamment qu'il est le seul dispensateur de toute grâce et de tout bienfait. En 1715, à la mort de Louis XIV, Marly est à son apogée et d'un point de vue de ses aménagements. Les deux successeurs de Louis XIV, donc Louis XV et Louis XVI, eux, vont continuer de se rendre à Marly. Sous Louis XV, on conserve même le système de la liste. Il faut être inscrit pour venir dormir à Marly et l'invitation se réclame. Mais on pourrait considérer qu'il y a un petit peu de relâchement, d'assouplissement, puisqu'on a la possibilité de venir plus librement à Marly pour y passer la journée. Sous Louis XVI, les séjours continuent. L'intérêt de Louis XVI se reporte peut-être davantage sur d'autres résidences comme Saint-Hubert, comme Rambouillet. Et fait nouveau, lorsque Louis XVI et Marie-Antoinette sont absents de Marly, eh bien, le parc devient un lieu de promenade ouvert à tous, un peu comme un jardin public. Les successeurs de Louis XIV vont peu toucher eh bien, à l'œuvre du roi Soleil. À l'intérieur du pavillon royal, des pièces restent inchangées quasiment jusqu'à la Révolution. C'est le cas du salon royal, des vestibules. En revanche, on modernise l'aménagement des appartements, et notamment sous le règne de Louis XV, on aménage comme on le voit un petit peu sur cette gravure. Regardez la façade, on distingue des fenêtres ovales, des oculis, et bien qui servent à éclairer des pièces qu'on aménage en entresol. En effet, les pièces initiales font 8 mètres sous plafond, et sous Louis XV, où on commence à apprécier les cabinets un peu intimes, les pièces de retraite, des petits appartements confortables, et la famille du roi également très nombreuse, ses filles vivent avec lui, eh bien, on aménage des cabinets intérieurs, des entresols, en tout cas, donc, qui font modifier les façades. Pendant la période de la Régence,
Marly n'intéresse pas du tout le régent, qui installe sa cour à Paris, pardon, et Marly s'est dégradé. Et quand Louis XV s'intéresse de nouveau à Marly, eh bien, il fait quelques travaux d'embellissement, d'aménagement, de restauration, mais souvent à moindre coût. Et il y a une merveille pardon, qui disparaît, c'est la fameuse rivière dont je vous ai parlé tout à l'heure, le grand escalier d'eau de 200 mètres de long. Et sur la gravure que vous avez sous les yeux, on ne distingue plus que la partie basse de la rivière. On la voit à gauche, c'est le fameux bassin en forme de fer à cheval. Et la rivière proprement dite est remplacée par ce qu'on appelle élégamment un tapis vert, donc du gazon. Et ce gazon, on en devine un peu là. On devine la naissance du tapis de gazon à l'extrémité gauche de la gravure. Au moment de la régence, le régent, non seulement n'entretient plus Marly, mais en plus déplace quelques œuvres majeures qui décoraient le château, notamment les fameux chevaux de Coisevaux, c'est-à-dire Mercure et la renommée chevauchant Pégase. Ces chevaux sont installés à l'entrée du jardin des Tuileries où grandit Louis XV. Mais Louis XV, quand il revient à Marly, eh bien, va rendre à l'abreuvoir ses chevaux. Non pas les mêmes, on ne rapatrie pas les anciens chevaux, mais on commande à Coustou une paire de chevaux. Alors non plus des chevaux mythologiques, mais cette fois des chevaux naturels, libres, avec un instinct sauvage qui ressurgit. La nature n'est plus du tout domptée, elle donne du fil à retordre. Et vous voyez ici, actuellement, dans la cour Marly au Louvre, eh bien, l'œuvre originale de Coustou qui a été faite pour Marly, où l'on voit un palefrenier, un humide nu qui est en train de tenter de retenir le fougueux cheval. Donc, sous les successeurs de Louis XIV, vous le comprenez bien, Marly n'a plus le vent en poupe. Et ce qui va sonner vraiment le glas de Marly, eh bien, c'est la Révolution française. Jusqu'en 1792, l'administration des bâtiments du roi, puisqu'on est encore sous le régime monarchique, eh bien, continue tant bien que mal d'entretenir Marly, mais on entreprend déjà dans les parties boisées des coupes d'arbres, ce qui ne présage pas du meilleur. En 93, on supprime tous les insignes de la royauté. Et dans les 3 années qui suivent, eh bien, on va commencer à démanteler le domaine. On va extraire du sous-sol les canalisations métalliques. Le métal va servir aux besoins de la guerre, des guerres révolutionnaires. On va également rapatrier à Paris, au Muséum central des arts, le futur Louvre, les œuvres d'art comme les tableaux. La sculpture est déplacée notamment aux Tuileries. Et là, vous voyez sur l'estampe de gauche une coupe qui montre un chariot gigantesque, très solide, qui a servi à transporter les chevaux de Coustou qui décoraient l'abreuvoir vers Paris. Donc, vous imaginez qu'il y a eu, voilà, c'était une grosse opération, il y a eu aussi des statues qui ont été abîmées. Et puis pour le mobilier d'ébénisterie, les commandes de Louis XV et puis de Louis XVI, de Marie-Antoinette, eh bien tout le mobilier est vendu aux enchères sur place. C'est même pas rapatrié à Paris, donc ça part pour une bouchée de pain. Et puis ce que l'on pouvait le pire arrive par la suite, puisqu'à partir de 95, il y a un régiment qui occupe le château de Marly, les différents bâtiments. Donc c'est là qu'on commence à brûler les boiseries pour se chauffer. Et puis, il est décidé de vendre Marly. En 1799, eh bien, l'administration vend le domaine. Il est acquis par un particulier qui s'appelle Alexandre Sagnel. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un industriel, un entrepreneur, qui installe dans les bâtiments du château, mais pas dans le pavillon royal, une manufacture textile. Voilà. Et cet homme-là, il est très pénalisé par les guerres napoléoniennes. À partir de 1806, eh bien, sa production ne s'écoule pas à cause du blocus continental. Il va commencer à chercher à vendre Marly. Alors, il se tourne naturellement vers l'État, si je puis dire. Il propose à Napoléon la vente du domaine. Napoléon refuse, ils ne se mettent pas d'accord sur le prix. Napoléon n'est pas spécialement non plus intéressé. Alors, Sagnel va commencer à démanteler
les bâtiments. Et tout va être démoli. C'est dommage, parce que, enfin, c'est dommage, pardon. Marly n'est même pas en pierre, comme je vous l'ai expliqué, donc on ne peut pas faire de ce château une carrière de pierre, mais les bâtiments sont quand même détruits et les matériaux vendus à tout preneur qui pourrait y avoir. Et c'est en 1811, toujours sous le Premier Empire, que Samuel parvient à revendre à Napoléon eh bien, le domaine de Marly. Le domaine où on ne voit plus que des ruines. Ce qui intéresse Napoléon à cette époque-là, ce n'est pas les bâtiments qui ont disparu, mais c'est tous les territoires de chasse qu'il y a autour. Et donc, à partir de 1811, Marly rentre dans le giron de l'État et va retrouver quelque part sa vocation première, à savoir être une résidence de chasse qui servira aux différents chefs d'État, l'empereur, le roi, l'empereur et les présidents de la République, au fur et à mesure que se succèdent les régimes politiques en France. Alors, bien sûr, on ne chasse pas dans le parc de Marly, vous l'avez compris, mais ce parc est dominé par une grande plaine. Alors, j'avance un petit peu pour vous la montrer. Sur la photo en haut à gauche, vous avez une vue aérienne des années 30 du parc. Vous distinguez peut-être encore le tapis vert, l'ancienne rivière, et à l'horizon, on voit une grande plaine. Et c'est cette plaine dans laquelle on chasse. Alors, on ne chasse pas à court, le gibier n'aurait pas de quoi se cacher. On chasse à tir, on chasse les faisans notamment, et le petit gibier. Et on chasse dans des installations de chasse qu'on appelle les tirets, qui permettent de faire de très très beaux tableaux de chasse. Et Marly, en récupérant sa vocation initiale de résidence de chasse, eh bien, abrite un pavillon de chasse, qu'on appelle aujourd'hui le pavillon présidentiel. C'est un pavillon qui a été reconstruit, réaménagé, on va dire rénové dans d'anciens communs du château. Et le président de la République y a eu un appartement. Le président de la République y a eu un appartement pour son usage ou pour inviter des chefs d'État étrangers jusqu'en 2009. Et donc, Marly est domaine présidentiel géré par l'Élysée. Et en 2009, eh bien, le parc est passé en gestion de l'établissement public du château de Versailles. Et donc, cet établissement, c'est maintenant l'établissement public de Versailles, Trianon et Marly. Et je vous montre deux photos actuelles. On arrive encore à lire dans le paysage de Marly l'emplacement d'anciens aménagements. Vous devinez le tapis vert sur la photo qui est en bas à gauche, avec la forme du bassin en fer à cheval, bassin qui existe encore. Au premier plan de cette photo, vous devinez le plan du pavillon royal de Marly. Toutes ces restaurations qui sont assez évocatrices datent des années 1930. Dès le début du XXe siècle, l'association savante historique Le Vieux Marly a milité auprès des pouvoirs publics pour alerter sur les dégradations de ce domaine-là, et elle a fait en sorte que des crédits soient mobilisés pour restaurer le domaine, rendre la lecture en fait des grandes lignes qui en constituent le dessin. Et le musée où je travaille, c'est un musée qui a 40 ans. 40 ans, qui a été construit au début des années 80 à la grille royale, c'est-à-dire à l'entrée originelle du château de Marly. Un musée sur un niveau. Son architecture s'inspire en effet de l'architecture des écuries, donc il s'intègre parfaitement au site. Il a bien sûr des sous-sols pour avoir un peu de l'espace et de quoi raconter l'histoire de ce domaine. Ce musée a été fermé entre la fin 2016 et le début de l'année 2020. On l'a fermé pour le rénover à la fois une partie du bâtiment et puis en profiter pour réécrire un parcours des collections pour raconter de manière plus percutante, du moins on l'espère, à nos visiteurs qui sont les promeneurs, les amateurs du grand siècle, ceux qui aiment l'histoire, qui aiment la personne de Louis XIV aussi. On raconte l'histoire du château que j'ai pu vous présenter via mon diaporama et mon petit discours. Mais peut-être que ça vous donnera envie de venir connaître ce musée,
de venir vous confronter réellement à nos collections, des collections qui sont très diverses, qui n'ont qu'un seul objectif, eh bien, c'est de parler de Marly. Donc, on a un fonds important de gravures, on a des œuvres qui nous sont déposées par les collections nationales, notamment Versailles, le Louvre, de la peinture qui provient du château. On a une section aussi qui aborde la machine de Marly et qui permet de vous expliquer peut-être mieux que j'ai pu le faire, voilà, en décrivant simplement des œuvres, eh bien le fonctionnement de cette machine extraordinaire. Et puis, depuis 6 jours, eh bien, nous avons réouvert nos portes et on espère pouvoir peut-être prochainement vous accueillir pour en savoir davantage, vous savoir autrement l'histoire de ce château. Voilà, je vous remercie pour votre présence et ainsi se termine ma conférence. Et puis, si vous le souhaitez, maintenant, je vais pouvoir répondre à quelques questions. Alors, oui, alors je vois, excusez-moi, je n'avais pas vu les questions. Donc, je vois, c'est bon, je vois une première question, une question de Laurence Bernard. Alors, excusez-moi, je vais tous vous lire la question. Concernant les communs et la perspective peinte, n'est-ce pas ce même peintre qui a décoré l'orangerie de Saint-Cloud, également en trompe-l'œil? Je pense que la Palatine cite Rousseau pour la peinture à Saint-Cloud. Si c'est effectivement le même peintre, qui des communs de Marly ou de l'orangerie de Saint-Cloud a été réalisé en premier? Merci déjà. Bon, écoutez, je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas si c'est le même artiste et j'ai plus en tête la chronologie de Marly. La perspective de Rousseau, c'est en 85 de mémoire. J'avoue que je connais beaucoup moins bien Saint-Cloud. Donc Marly 85 par Rousseau. C'est peut-être le même, je ne peux rien vous assurer, madame, et je m'en explique. Je m'en excuse, excusez-moi. Et alors, je vois quelqu'un qui fait un commentaire. Le musée des Avelines, merci Margot. Donc, ma collègue pense que c'est le même peintre et que sensiblement, l'orangerie de Saint-Cloud a été peinte à peu près dans les mêmes années que la perspective à Marly. J'enchaîne sur une autre question qui est posée par Marie Gauthier. Déjà, je vous remercie pour vos remerciements. Vous demandez quelle est la différence entre un bal masqué et un bal paré. Alors, je peux répondre à votre question. Un bal masqué, on est costumé, on porte un masque, et un bal paré, j'ai envie de dire que c'est un peu la soirée habillée, c'est-à-dire qu'on porte une tenue de bal, mais on est parfaitement identifiable. Yannick Hervé, vous posez une autre question. Vous demandez s'il y a des projets de restitution des bassins. Alors, des projets de restitution des bassins. Pas à ma connaissance. Il y a eu des projets de restitution qui ont été faits relativement récemment. C'est que des lances d'eau ont été repositionnées dans le grand miroir à Marly, donc la plus grande des pièces d'eau. Et à ma connaissance, il n'y a pas de restitution de bassin prévue. Si vous connaissez le parc de Marly, bien vous avez vraiment des bassins en eau avec des bordures maçonnées, et puis d'autres bassins qui, eux, se devinent davantage, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de végétation qui pousse à l'intérieur, des roseaux en fait, et qui laisse deviner qu'on avait affaire à des zones humides et qu'il y avait bien des bassins ici. Et puis ailleurs, je pense à des bassins qui sont près de l'Abreuvoir, qu'on appelle les bassins des Boules. Eh bien, eux, on devine encore la petite déclivité de terrain et ils sont parfaitement engazonnés et entourés d'allées d'allées de sable en fait. Et en fait, à Marly, on peut faire de l'archéologie quasiment visuelle en se promenant dans le parc.
J'ai une question de Anne-Marie Lefebvre qui est: à quoi servaient les deux portes qui se trouvent en haut du domaine? Pourquoi deux portes consécutives si proches? Alors en effet, il y a un lieu-dit qui s'appelle les Deux Portes, qui est situé pas très loin, enfin, donc euh, excusez-moi, alors est-ce que je comprends votre question? Le, il y a le grand réservoir de Marly qu'on a vu sur une des gravures, s'appelle le réservoir des Deux Portes. Et en effet, il est encadré de deux grands portails, enfin du moins deux grands accès qui se distinguent par leurs grands piliers, qui étaient surmontés enfin, encore aujourd'hui de vases sculptés. Pourquoi deux accès différents? Eh ben, écoutez, je n'ai pas la réponse. Je vous remercie de poser la question. Je ne m'étais jamais posée. Alors, soit il y avait un lieu-dit comme ça avant, le nom a été conservé dans la topographie du lieu, soit, je suis désolée, je n'ai pas la réponse. Je donne ma langue au chat. Euh, je, Parce que ces deux routes arrivent à peu près aux mêmes endroits du domaine. Je dirais qu'aujourd'hui, ça permet de filtrer les piétons et les voitures, mais sous Louis XIV, ce n'était pas une nécessité. Je ne sais pas, madame. Alors, une question de Marie Gauthier au sujet de la machine de Marly. Alors, vous me posez la question, que reste-t-il de la machine de Marly? Alors, peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire une conférence sur la machine de Marly, puisque l'histoire de la machine, c'est l'histoire en réalité de trois machines. Je vous ai parlé de la machine de l'époque de Louis XIV. Elle fonctionne à peu près 120 ans et elle est détruite en 1806. Une deuxième machine va lui succéder, une machine cette fois qui marche à la vapeur, qui fonctionne 30 ans. On ne la détruit pas, mais on n'utilise plus au bout de 30 ans parce qu'elle coûte trop cher en charbon. Et donc, on va construire une troisième machine de Marly. S'il y a des anciens parmi nous, eh bien, peut-être ont-ils connu cette machine puisqu'elle n'a été détruite qu'en 1969. Et cette machine, qui avait été patronnée par Napoléon III, était de nouveau une machine à aube. Pourquoi cette dernière machine a été mise à l'arrêt? Tout simplement parce que le pompage de l'eau, d'abord de la Seine, et puis heureusement de la nappe phréatique, puisque c'est l'eau que l'on boit aux alentours de Marly, eh bien, le pompage s'est progressivement modernisé. L'exploitant s'est raccordé, si je puis le dire, de manière un peu rapide sur le réseau électrique d'EDF, et on n'a plus besoin de machines à vapeur ou de machines avec des roues pour faire marcher des pompes. Alors, maintenant, je réponds à votre question. Que reste-t-il de la machine de Marly? De la machine de Louis XIV, il reste le réservoir, le fameux réservoir de Marly, le réservoir des Deux Portes. Un réservoir qui est toujours en activité. On y stocke de l'eau brute, l'eau de la nappe phréatique, avant qu'elle ne soit traitée pour être rendue potable et distribuée à Louveciennes. Il reste également l'aqueduc de Louveciennes, qui est à proximité du musée. Et il reste également au bord de la Seine des bâtiments qui étaient la maison du contrôleur, des lieux de stockage qui sont encore visibles, qui ont été transformés en appartements, on va dire, de haut standing assez récemment. Il reste également la maison du premier directeur de la machine de Marly qui s'appelait Arnold de Deville. Ce bâtiment, d'abord appelé Pavillon des Eaux, eh bien, a été offert par Louis XV à sa favorite, Madame du Barry, et il s'appelle aujourd'hui le Château du Barry et appartient à des particuliers. Donc voici pour la première machine. Pour la deuxième machine, la machine à vapeur, il reste intégralement le bâtiment qui l'abritait. Il est au bord de la Nationale 13, là, à 2 enjambées de la Seine. C'est un bâtiment néoclassique. Et concernant la dernière machine de Marly, là, il n'en reste que un petit appentis au milieu de la Seine où on stockait du matériel qui servait à la gestion du petit barrage qui servait à faire monter le niveau de l'eau avant que la Seine ne rentre dans la machine pour en faire tourner les roues. Donc, quelques restes de chacune des trois machines, les plus spectaculaires étant bien sûr les restes de la machine de Louis XIV. Je vois qu'il y a des demandeurs de conférences sur la machine. Au musée, on organise assez fréquemment des visites thématiques là-dessus.
Je rejoue. Donc, je reprends si je vois d'autres questions. Donc voilà, il y a des fans de la machine de Marly, c'est ce que je vois. Eh bien, écoutez, j'en fais partie aussi. Eh bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Ah oui, je vois une autre question. Alors, 2 questions, 3 questions. Oui, madame Boivin, merci, vous complétez la réponse à une question sur ce qui reste de la machine de Marly en indiquant qu'il reste en effet à Versailles le pavillon des filtres. Excusez-moi, je me suis bornée à Marly, mais voilà, en effet, il reste aussi les réservoirs de Montboron qui faisaient partie de ce réseau qui servait à alimenter, grâce à la machine de Louis XIV, Marly, mais aussi Versailles, il ne faut pas l'oublier. Quelqu'un me demande pourquoi ne pas restaurer la rivière de Marly. Eh bien, c'est une bonne question. On pourrait même l'étendre à pourquoi ne pas reconstituer le château. Alors, sur cette cascade, une petite anecdote. Si vous visitez l'église Saint-Sulpice à Paris, eh bien, vous pourrez voir un petit peu de Marly. Pourquoi? Parce que Louis XV, quand il décide de supprimer la rivière de Marly et de la remplacer par ce tapis vert, tout simple, eh bien, il offre les marbres à la fabrique de la paroisse Saint-Sulpice. Et dans le déambulatoire de Saint-Sulpice, et dans une partie du chœur, il y a des lambris relativement bas qui sont en marbre gris, en marbre rouge, et qui sont des cadeaux, des restes, si je puis dire. C'est le début de l'économie circulaire qui proviennent de Marly. Une autre question est la suivante. Y avait-il un village à Marly avant le château? La réponse est oui. Je crois que les archives nationales conservent une charte, alors je crois que c'est de 967, et qui est la première mention de l'existence de ce village de Marly, une petite paroisse de viticulteurs et une seigneurie alors, qui a appartenu un moment au Montmorency, et puis également un moment aux abbés de Saint-Denis. Donc, il y avait bien quelque chose bien avant l'installation de Louis XIV à Marly. J'ai une question qui concerne de l'orientation bibliographique. Y aurait-il un bel ouvrage complet sur Marly? Eh bien oui, j'en connais 2 même. On pourrait les qualifier de Bible sur Marly. L'un de ces 2 ouvrages est de Vincent Maroteau. Il doit dater de 1999. Il s'intitule Marly, l'autre palais du roi Soleil. Et un autre ouvrage complet sur Marly, Art de vivre, ameublement, évolution, histoire, est de Stéphane Castelluccio. Il s'intitule Marly, Art de vivre et pouvoir, et il a été édité en 2014 aux éditions de Gourcuff. Voilà. Voilà, j'ai répondu en direct. Je vais aussi taper la réponse pour cette personne. Voilà, c'est quand même plus simple. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai une question à laquelle je n'ai pas répondu. C'est pourquoi ne pas restaurer la cascade? J'ai raconté ma petite anecdote, mais je n'ai pas poursuivi. Je dirais que ça pose la question de faut-il reconstruire ce qui a été détruit? Je dirais que la cascade, c'est Louis XV qui a fait le choix de la supprimer. Pourquoi revenir sur le choix du roi? Euh, voilà, est-ce qu'on assume l'histoire? Est-ce qu'il faut restituer? Avec quel crédit? Pourquoi faire? Plutôt qu'entretenir le patrimoine actuel. Je dirais qu'aujourd'hui, les sources permettent de restaurer, de savoir comment la cascade était faite, mais de là à aller le faire, voilà, je sais pas si, enfin, c'est un sujet en tout cas qui n'est pas d'actualité. Madame David, Liliane David ajoute
un élément de réponse pour la personne qui se demande quelles sont les bonnes lectures relatives à Marly, eh bien, vous avez raison de compléter ça, madame, avec votre intervention. Geneviève Bresque, qui a été pendant très longtemps conservateur des sculptures françaises au musée du Louvre, eh bien, a sorti, alors c'était l'année dernière ou en 2019, un ouvrage qui est une somme sur toute la statuaire de Marly, et elle vous donnera vraiment un panorama voilà, des campagnes d'aménagement de Marly, et elle reprend également, c'est un travail presque monastique de dominicains, eh bien, par statut, le pédigré, la provenance et les vicissitudes qu'a vécu chaque statut qui a pu figurer dans les jardins de Marly à une époque ou à une autre. Eh bien, je crois qu'on a éclusé les questions. Euh, je vous remercie donc les personnes qui me remercient. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui, toute seule chez moi, mais c'était bien d'avoir ces échanges. Et, euh, et donc, bah, je vous remercie pour votre attention, et bah, peut-être une prochaine fois au musée du domaine royal de Marly. Au revoir.